Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Mipalvert pour le débrief ludique du lundi soir. C'est lundi 20h. Oui, tout à fait, avec Anthony des Jeux des Livres. Voilà. Allez, on a fait un petit loupé à l'intro, c'est pas grave, ça se verra pas sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch, hein, comme ça vous allez pouvoir venir interagir avec nous, discuter dans la conversation qui est ici. Voilà. Donc le débrief ludique, c'est quoi ? C'est une émission où, pendant une petite heure, en fait, on va discuter des jeux qu'on a joués cette semaine. On va vous donner notre avis, notre ressenti, on va vous expliquer rapidement les mécaniques des jeux, et on va aller voir sur Maludo un petit peu, voir la fiche de chaque jeu pour vous le présenter, voir les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les distributeurs, etc. Et eh bien on va commencer sans plus attendre avec ce premier jeu que nous avons joué. Ah bah oui. Et ce premier jeu, c'est Maître Makatsu. Je regarde la boîte parce que j'ai toujours un petit doute sur comment le dire. J'ai toujours envie de dire autre chose. Makatsu, mais là, c'est très bien. Je ne me suis pas trompé. Avec donc Maître Makatsu, de 6 joueurs, à partir de 8 ans, 999. Donc non, évidemment, c'est des parties d'environ 15 minutes. Oui. À peu près. Donc c'est chez Gigamix, c'est un jeu donc de Rainer Knizia, illustré par Sonia Müller. Alors déjà, on y a joué à 2, une première partie. Ok, bon, c'est pas mal. On y a joué à 4, on s'est dit, ah oui, c'est beaucoup mieux à 4. C'est très très bien. Et c'est très très bien à 4. Très, très bien. Ouais. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas plus de photos. Ah, il n'y a pas de photos. Non, il n'y a pas de photos. C'est pas très grave. On va vous expliquer très rapidement. En fait, Maître Makatsu, on est chaque joueur en compétition à la tête d'un dojo dans lequel on va tenter de réaliser, alors je sais pas comment ça s'appelle exactement, des figures en tout cas d'art de combat japonais. Ouais, d'arts martiaux. D'arts martiaux, voilà, c'est ça. Ça va se jouer tout simplement à coups de cartes. C'est un petit peu un mélange avec un petit peu de sensation de jeu de pli, même si c'est pas du jeu de pli. C'est tout, alors que c'est indiqué jeu de pli sur Maludo, mais non. Non. On va avoir chaque joueuse le même deck de cartes. Ce même deck de cartes est composé de 3 couleurs de cartes qui sont numérotées de 1 à 8. On va en piocher 4 et on va en jouer 2. Oui. Sur tous les joueurs, eh bien, celui qui aura mis la plus forte valeur de chaque couleur de cartes, on n'est pas obligé de suivre, hein, vraiment, c'est pas du tout. On joue la carte qu'on souhaite. Et la personne qui aura mis eh bien, la couleur de plus forte valeur suivant les 3 couleurs, eh bien, va remporter des jetons. Et en fait, ces jetons-là, en fait, c'est des points de pénalité, puisque plus la carte est élevée, moins la figure réalisée est élégante. Voilà, c'est ça, à peu près. Ah oui. Et donc ces jetons, c'est autant de points de malus, de pénalité qui vont nous compter à la fin de la partie. Donc on va faire 3 manches, mais ce qui est intéressant, c'est que dans chaque manche, en fait, et au fur et à mesure des 3 manches, eh bien, sur les 4 cartes que je vous ai dit qu'on avait piochées, on va en jouer donc 2. Les 2 autres vont être pour la manche suivante. Et donc, on va épuiser tout notre paquet de cartes. On aura joué donc toutes nos cartes. À chaque fois, on en pioche 4, on en joue 2, on va en repiocher 4 nouvelles, etc., etc. Dans la manche 2, on va faire exactement pareil. On va jouer 2 cartes les unes après les autres, et la valeur la plus forte dans chaque couleur prend un jeton de pénalité, sauf que dans la manche 2, eh bien, c'est des pénalités qui rapportent 2 points malus. Pareil dans la manche 3, sauf que dans la manche 3, du coup, au fur et à mesure, on aura éliminé des cartes qu'on aura jouées, et on va se retrouver avec les 2 autres paires de cartes au fur et à mesure qu'on aura gardées, qu'on n'aura pas joué. C'est un petit peu du deck building aussi, on pourrait dire. Oui, voilà. Garder, prévoir des cartes peut-être de moins en moins fortes pour les manches suivantes. Voilà. Et si donc, possible. Et donc, dit comme ça, c'est vrai que on s'attend pas à grand chose, et au final, eh bien, à 4 en tout cas, c'était vraiment, on a passé un très bon moment, et on a même fait 2 parties à la suite en fait. Ah oui, c'est hyper addictif. C'est très très simple. Je vous ai pratiquement expliqué les règles du jeu là en fait, voilà, c'est juste après.
il faut se lancer et jouer. C'est là qu'on comprend vraiment toute la mécanique et toute la petite stratégie qu'il peut y avoir autour de ce jeu, qui est vraiment une chouette surprise. On n'en a pas vraiment entendu parler, alors que c'est un jeu de Rainer Knizia quand même. Et c'est un joli conseil si jamais vous aimez les jeux de cartes que vous allez mélanger un petit peu à la façon d'un jeu de pli, un jeu un petit peu de deck building. Donc il est aux alentours de 17,50 €. Au niveau de la sortie, il est prévu pour la mi-février pour l'instant. Donc aux alentours de 17,50 €. Et donc voilà, on a vraiment bien aimé ce jeu. On va passer au jeu suivant. Le jeu suivant. Alors le jeu suivant, eh bien, on peut rester également dans quelque chose qui reste dans le domaine de l'élégance. Oui, tout à fait. Puisque dans Grâce, en fait, on va tout simplement incarner des danseurs qui allons faire une chorégraphie, une représentation auprès de l'impératrice pour tenter de l'impressionner et en tout cas de ne pas faire de faux pas pour essayer de rester en lice le plus longtemps possible, du moins jusqu'à la fin de la partie. Et c'est un jeu à 2 joueurs. Et ça se joue exclusivement à 2 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes grand max. C'est édité par Rose Noire Édition. C'est un jeu de Antoine Solière et illustré par Laura Mounero. On avait découvert celui-ci à l'Alchimie l'année dernière, donc en 2025, et on avait déjà beaucoup aimé. On vous en a un petit peu parlé lors des sorties, puisqu'il est sorti le 23 janvier aux alentours de 11 €. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est le principe comme ça de jouer, de piocher des cartes dans une rivière de cartes. Donc il y a un coup suivant la disposition ça c'est assez des classique, cartes. Mais toujours agréable. Et nous avons donc deux chorégraphies qu'on va pouvoir faire en même temps. Ces chorégraphies sont représentées donc par ces deux, on va dire, maîtres, on va dire, et les cartes qu'on va piocher donc dans la rivière centrale et qu'on va apposer tout le long de ces 2 lignes de chorégraphie. Le principe est simple, c'est de choisir des cartes pour les mettre en alignement pour créer en fait des cartouches. Vous voyez, on voit peut-être pas très bien, mais les petites cartouches qui sont les petites icônes noires, à partir du moment où 2 cartouches identiques sont côte à côte, eh bien on va pouvoir réaliser notre figure et réaliser le petit pouvoir de chaque cartouche qui va être positionnée. Donc les pouvoirs, ils sont relativement assez simples. On va pouvoir donc réserver par exemple une carte qui est dans la rivière de cartes, c'est-à-dire que paf, je la décale un petit peu vers moi, cette carte-là, mon adversaire ne pourra pas la choisir. Ou la détruire. Il pourra la détruire. Il pourra la défausser, puisqu'il y a un autre pouvoir qui dit défausser justement une carte de la rivière. Donc pour justement un petit peu embêter son adversaire, pour essayer qu'il ne prenne pas une carte qui pourrait l'intéresser. Faire des cartouches. Exactement. Il y a également donc un autre pouvoir, c'est collecter ce qu'on appelle un chi. Ces chi, ce sont tout simplement des petites pierres en fait, des gemmes qui vont nous permettre d'aller acheter justement certaines cartes de la rivière, parce que elles n'ont pas toutes le même coût. La première, on gagne un chi. Celle en deuxième, elle est gratuite. Et ensuite, c'est 1, 2 ou 3 chi qu'on va devoir dépenser pour acquérir cette carte-là. Et si on a trop de chi, on est en déséquilibre. Et on est en déséquilibre, effectivement. Ouais. Et on perd sur cette petite piste-là qui est donc la boîte de jeu, en fait. Et donc, le 4e effet, c'est justement, faire perdre l'équilibre à son adversaire. C'est-à-dire que on a chacun un côté du plateau, soit de son côté, soit du côté adverse, et si jamais le petit jeton, enfin la petite pierre qui arrive au bout, soit du chemin adverse, soit dans son chemin, fait perdre l'adversaire ou nous fait perdre. C'est une victoire immédiate. En fait. C'est une victoire immédiate. Et après, c'est au nombre de points. Oui. On va jouer donc toutes les cartes, et au fur et à mesure, donc on va mettre ces cartes-là, et à mon tour de jeu. Avant de commencer à piocher une carte, je peux réaliser donc une danse. À ce moment-là, je vais devoir enlever toutes mes cartes,
je vais devoir en défausser une, obligatoirement, et je vais garder une carte uniquement de chaque couleur. Et là, à ce moment-là, je les mets de côté, et ça sera des points de victoire à la fin de la partie. Et on veut garder les shiny. Et oui, parce qu'il y a des cartes foil, des cartes un petit peu brillantes, qui nous rapporteront plus de points que les cartes de danse, on va dire, oui, classique, normale, on va dire. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. C'est très joli. Oui, Max, ça a trouvé grâce à nos yeux. Ouais, vraiment. On avait déjà beaucoup aimé à l'alchimie quand on l'avait testé. Quand je voulais présenter lors des sorties de la semaine, je me suis peut-être un petit peu embrouillé parce que je me souvenais plus exactement. Là, on y a rejoué. Ça a été très simple au niveau de la lecture des règles du jeu. De suite. Et voilà, c'est quand même relativement assez accessible et c'est plutôt très intéressant à jouer. Et voilà, ce système de cartouches qu'on va pouvoir activer, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Une belle petite tactique, un peu de hasard de pioche, mais on arrive toujours quand même à s'en sortir. Oui, il y a toujours des choses intéressantes. Parce que si jamais on prend une carte et qu'on n'arrive pas à collecter, à créer un cartouche avec nos 2 lignes de chorégraphie, c'est à ce moment-là aussi qu'on peut perdre également. On est déséquilibré. Ouais. Donc voilà, ça c'est on a passé de très bons moments avec ce jeu-là. C'est une toute petite boîte qui fait son effet. Elle est très jolie, je trouve. Les illustrations avec les cartes, magnifique. Les cartes qui sont assez épaisses, qui sont de très très bonne qualité, et ce foil qu'il y a sur certaines cartes, c'est vraiment plutôt un chouette jeu. Vraiment. Moi, je passe un bon moment. Exactement. Le prochain jeu, c'est Condor. 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ une quinzaine de minutes, pas plus, aux alentours de 15 €. Alors je ne sais pas s'il est dispo, là on voit pas, je ne sais pas du tout. Si, il est disponible. Il est disponible. Condor, donc c'est un jeu de Romaric Gallonnier et qui est édité chez BioViva Édition, avec, je te laisse dire le nom de l'illustrateur parce qu'il n'est pas. Je vois pas. Je le vois pas sur. C'est compliqué, de vieillir. C'est un jeu illustré par Aranza Valdivia. Okay. Voilà, désolé, c'est pas sur ma lido et j'ai pas préparé avant. Condor, on va tenter de réaliser le plus beau paysage possible, tout simplement avec des cartes. Le plus beau paysage des Pyrénées-Orientales. Alors on va le dire. Je rigole. On va le dire de suite effectivement parce que moi, Condor, donc ça nous. On n'est pas gentil. La promesse du jeu fait que on va réaliser un panorama d'un paysage Inca. Oui, des Andes. Oui, des Andes. Des Andes. Donc, mis à part les temples qui sont sur les cartes et peut-être les condors. Oui. Les illustrations sont. Je suis désolé. On n'est pas immergé dans le thème. On n'est pas transporté, mais s'il faut dans les Andes, ça ressemble. Ah, peut-être. Alors, ça ressemble aux Pyrénées-Orientales, avec au fond le Canigou, la végétation un peu méditerranéenne. Non, mais voilà. Peut-être, mais en tout cas, moi, c'est pas dans notre imaginaire. On a l'impression qu'on va avoir une végétation un peu luxuriante. Il y a pas de carte en fait. On peut montrer. Dans la boîte, tout simplement. Ici, en live. Ouais, c'est un petit peu... c'est pas décevant, mais... Ah, aussi un petit peu décevant quand même, parce qu'au niveau des illustrations, on s'attend... Alors, vous allez avoir toute une série de 8 cartes devant vous, face cachée. Ces cartes-là, elles ont toutes le même dos comme ça. Donc, on ne connaît pas ce qu'il y a derrière ces cartes. Et au fur et à mesure, on va piocher des cartes qui sont donc soit au hasard dans le paquet de cartes, soit dans une rivière de 2 cartes, ou 3, je sais plus. On va remplacer un peu à la skijo. Effectivement, un peu à la skijo, on va venir piocher une carte et la remplacer, l'échanger avec une carte qu'on a devant soi, est face cachée, sans savoir ce qu'il y a. Et on va essayer donc de faire ce panorama. Ce plus beau paysage andin. Donc là, par exemple, je vous montre cette carte-là. Donc il y a représenté uniquement sur cette carte-là qui va nous concerner au niveau du scoring, le Condor, qui est en haut, et le petit jeton qui représente donc une des quelques reliques qui sont mises en jeu. Oui.
Donc par exemple, je pose cette carte-là, je gagne immédiatement la relique qui est indiquée ici. Je prends le jeton qui est indiqué et je le mets sur ma carte. Et les reliques, c'est 2 points de fin de partie. 2 points à la fin de la partie. Oui. Ok. Il y a également des cartes on peut temple. Se piquer les... Ah oui, parce que forcément, si mon adversaire joue cette carte avec cette relique-là, et hop, il récupère. Et que par la suite, moi, je joue cette carte-là, je vais récupérer le jeton relique concerné. Il y a également des cartes avec une moitié de temple. Pour marquer des points, il va falloir que je trouve l'autre moitié de temple et évidemment que je la pose juste à côté. Voilà, ça fait 3 points par Là, temps. ça fait 3 points. Ouais. Et donc là, vous voyez, sur ces cartes-là, il y a également, donc, il y a toujours le temple qui a été créé, il y a toujours la petite relique qui est, ici. Mais on voit également, donc, en plus des condors, il y a également les montagnes qui sont ici. Et il y a également les forêts. Et ça, en fait, ce sont pas des points qui vont nous être attribués. C'est un petit twist sympa. Mais c'est des points qui vont être attribués aux autres joueurs, aux adversaires. C'est 1 point par montagne isolée et 2 points par forêt isolée. Voilà. Donc autant vous dire qu'on va essayer de les regrouper. De les regrouper ou de ne pas en avoir. Mais bon. Hein, là, pour pas donner des points aux autres. Ouais. Donc là, par exemple, si je veux recréer ce temple, je sais que je vais donner 2 points parce qu'il y a une forêt ici et je vais donner 1 point parce que il y a une montagne. Le but, ça va être de créer des montagnes de forêt plutôt que des montagnes isolées. Pareil pour les forêts. Et 5 points par condor. Enfin, voilà. Celui qui aura le plus de condors visibles sur son panorama. Le scoring est assez classique en dehors. Et il y a des rivières aussi. En dehors de ça. De ce petit twist qui est intéressant. Voilà. Après, le scoring est classique. Oui. Voilà, c'est pas mauvais. Ah non, je passe un bon moment, j'aime bien y jouer, je trouve que c'est quand même relativement assez simple, accessible, immédiat, c'est pas prise de tête du tout, mais il y a quand même cette petite réflexion de savoir est-ce que je prends cette carte pour la remplacer à la place de cette carte-là, sans savoir exactement, voilà. Parce que la carte que je vais défausser, je vais la rendre disponible pour mon adversaire, un petit peu comme effectivement le jeu du golf, pour ne citer que le ski-jo par exemple. Ouais. Voilà. Le seul hic pour moi, c'est, je trouve, les illustrations qui ne m'immergent pas du tout dans un thème Inca. Voilà. Bon, à part ça. Mais à part ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. On passe de bons moments en fait. C'est pas prise de tête du tout. Ça se joue très simplement. Et oui, le malin se réveille quand le condor. Bien sûr. Je l'avais pas lu, mais le fait que tu le lises à haute voix, j'ai compris. Oui. Le jeu suivant, c'est Ratak. Ratak qui sort le 20 février aux alentours d'une quinzaine d'euros. Ça sort chez Bakakun, distribué par Gigamix. C'est un jeu de Tancred Lecasble, Valentin Dobrès et illustré par Marie BRD et Otto Bogart. Ratak, c'est un jeu de défausse. Oui. Et aussi un petit peu de gestion de main de cartes. En plus, puisque on va récupérer des cartes. Oui. En fait, c'est un jeu de défausse parce qu'il faut être le premier à se défausser de toutes ces cartes. Enfin, pas le premier, mais il faut pas être, en tout cas, ne faut pas être le dernier à avoir des cartes en main. Parce que le dernier à avoir des cartes en main, c'est le Ratak. C'est la risée du village médiéval. Voilà. On incarne des pro-chevaliers. Et à notre tour de jeu, donc qui dit chevalier dit attaque, contre-attaque, défense. Voilà. C'est les joies de la joute. À notre tour de jeu, on va tout simplement jouer une carte. Et cette carte-là, on va la diriger vers un adversaire. C'est-à-dire qu'on va attaquer avec une carte un adversaire. L'adversaire va pouvoir se défendre. Comment il fait ? Il va devoir jouer une carte de valeur supérieure dans la même couleur, puisqu'il y a 4 couleurs, et ou alors il peut jouer également une carte d'atout, puisqu'il y a un atout qui va être défini en début de partie, qui sera toujours différent suivant les parties. Donc par exemple, si je joue, je vous montre, je regarde un petit peu ce que je fais, voilà. Si je joue par exemple contre Anto une carte 9 rose, donc 9 H,
un bouclier, eh bien il va pouvoir se défendre avec une carte rose de valeur supérieure. Et si je ne le fais pas, je prends la carte d'attaque. Si tu ne te défends pas, tu prends la carte et tu la mets dans ta main. Voilà, c'est pour ça que ça fait un petit peu gestion de main de carte. Des fois, il faut savoir un petit peu perdre. Oui. Et le twist? Et le twist, c'est qu'à partir du moment où j'ai attaqué avec un 9, en tour se défendre avec un valet de la même couleur, à ce moment-là, eh bien moi, en tant qu'attaquant, et tous les autres joueurs vont pouvoir renchérir pour réattaquer. Par contre, il y a une contrainte, c'est-à-dire que les autres joueurs, ou moi-même en tant qu'attaquant, je ne vais devoir jouer une carte uniquement de valeur 9 ou un valet. Oui. Uniquement. Dans une autre couleur. Dans une autre couleur, oui. Forcément. Et le défenseur devra répondre. Et le défenseur va pouvoir, de nouveau, encore, se défendre, répondre avec une carte de la même couleur, de valeur supérieure, ou avec un atout. Avec un maximum de 6 cartes sur la table, parce qu'autrement, le pauvre... Si le défenseur arrive à contrer 3 attaques, donc il y aura 6 cartes sur la table, toutes les cartes sont défaussées, et c'est lui qui va pouvoir attaquer un autre joueur, tout simplement. Pareil, il va sélectionner une carte de sa main, en sachant qu'il va toujours en repiocher pour en avoir 6. Tout le monde en repiochera. Tout le monde en repioche 6 cartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet. Ouais. Et à ce moment-là, eh bien, l'attaquant va pouvoir décider de réattaquer avec n'importe quel autre joueur, avec par exemple une couleur et une valeur. Eh bien, c'est un twist assez... Moi, j'avais jamais vu ce genre de petite mécanique dans un jeu de défausse. Oui, c'est vrai que moi non plus, ça me parle pas au niveau de ce genre de mécanique, on n'a jamais trop vu ça. Une sorte de... Même si on a déjà vu des jeux de pli, un peu jeu de défausse, un mix, enfin, un peu entre les deux. Et voilà, ce système d'attaque, de contre-attaque, d'attaque en fait simultanée, avec une contrainte de valeur déjà présente. C'est assez drôle. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez original. Alors il se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes. Alors on y a joué à 2, on y a joué à 4 également. À 2, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Non, c'est pas l'idéal. Non. À 4, il y a un peu plus de fun quand même. Et Max, tu nous dis donc principe de jeu de défausse où tu peux faire le choix de perdre pour mieux attaquer. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, tu peux dire tu peux ne pas contre-attaquer. Tu n'es pas pour obligé pouvoir justement une meilleure main. Récupérer les cartes. Notamment des doubles ou des triples, parce que c'est plus facile après pour défendre. Pour les valeurs, oui, parce que tu es un petit peu contraint de jouer des cartes qui ont déjà été jouées au niveau des valeurs. Donc effectivement. Donc ça c'est. Écoute, curieux. Après, à tester sur la table, ça n'a pas fait l'unanimité. Il faut le dire. Moi, ça m'a pas... Moi, j'ai passé un bon moment. Oui, mais ça m'a pas spécialement convaincu. Flo, ça t'a moins convaincu. Pour moi, c'est original, c'est sûr que oui. Je suis d'accord avec toi, c'est original. C'est très original. De là à ce que ça ressorte souvent, je sais pas. Peut-être qu'autour de la table, les gens ont trouvé ça trop chaotique. Alors je pense que c'est peut-être un jeu que je pourrais proposer avec mes collègues demain. À voir avec des non-joueurs. Avec mes collègues, je pense que c'est le jeu que je vais proposer demain. Et je vous en reparlerai vite fait la semaine prochaine pour voir ce que ça donne avec des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de jouer. En tout cas, voilà, nous à 4 joueurs, on va dire un peu initiés, ça, voilà, c'est vrai qu'effectivement, ça n'a pas fait l'unanimité. Ça m'a laissé un peu sur ma faim, même si j'ai passé un bon moment parce qu'on était 4 amis, donc avec Julien et Nancy, à s'attaquer, contre-attaquer. Voilà, après, tu sais plus quelle valeur a été jouée. Enfin bon, c'est un jeu de défausse, c'est pas non plus un jeu de pli. Mais il y a ce feeling de pli qui fait que parfois on a envie d'un peu plus de contrôle. Mais bon, là, c'est pas qui est-ce qui a récupéré la carte d'atout de telle valeur? Qu'est-ce qui a déjà été défaussé? Mais c'est pas un jeu de pli. Donc... Mais il y a un peu de ces sensations. Ouais, effectivement. Mais voilà, à l'occasion, si vous avez, si vous pouvez le tester, allez-y. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas fondamental. Par contre, ça... Oh, dis donc, là, tu nous mets le high level. Ouais, par contre, ça, effectivement, ça, c'est, je pense, un peu... ça va être un jeu qui va faire beaucoup parler de lui, je pense, et je l'espère, parce qu'il est très très bon.
On vous en a parlé dans le débrief ludique précédent parce qu'on avait reçu de Asmodée la petite pochette, le kit de démo pour faire une partie de Cozy Stickerville. On m'en avait déjà parlé. En bien, très très bien. Cette personne m'avait dit, tu verras ça, c'est excellent, c'est génial. Effectivement, nous on avait fait le petit kit de démo pour faire juste une partie. On avait trouvé ça sympa. Et bien le voilà, Cozy Stickerville, la boîte complète. C'est toute une histoire en fait qu'on va se raconter et on va créer au fur et à mesure des 10 années de parties c'est une campagne dans l'histoire. Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et on va jouer comme ça. Une partie, c'est une année. On va dérouler des cartes et à chaque fois, eh bien, on va coller des stickers sur notre plateau géant. On va peut-être vous montrer vite fait parce que on peut montrer là déjà peut-être. Voyez. Ouais. Voilà. Donc voici le livret là. Voici le plateau de jeu qui est quand même relativement assez grand avec le livret de règles, mais le livret d'histoire. Le livret d'histoire. Oui. Puisque au fur et à mesure de l'histoire, de l'aventure, on va piocher des cartes. Ces cartes-là vont nous dire, eh bien voilà ce qui se passe, il arrive ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez toujours des choix. Ces cartes-là, ensuite, vous allez les mettre en bas de votre plateau, puisque certaines cartes vont nous demander qu'elles restent sur la table. Puisque une fois que j'ai pioché une carte, que j'ai lu la petite histoire et potentiellement, après avoir fait un choix, eh bien, je vais avoir comme seconde action, je vais devoir choisir en fait une action qui est disponible. Et ces actions disponibles, elles sont indiquées justement soit sur le bas des cartes, soit sur le plateau. Oui. Puisque sur les stickers qu'on aura au fur et à mesure collés. Je vous dis tout simplement un petit exemple. Au début de partie, on nous dit coller les autocollants de départ. Vous allez commencer à créer votre village. Donc on colle bien tout simplement le stickers de notre maison. Puis on va venir coller des stickers de forêt et de champs pour la nourriture. Et sur ces stickers, il y a des petits chiffres et des numéros qui nous permettent justement de faire une action en particulier. Par exemple, je choisis d'aller voir dans le champ de maïs, sur ce sticker, s'il y a marqué, par exemple, 3.14. Oui, donc je vais dans le livret d'histoire. Dans le livret d'histoire, qui est ici, qui est quand même assez conséquent. Je me plais à lire l'histoire à Florent. Eh bien, pour te donner des choix, en fait. Il va nous lire le 3.14, je ne sais pas pourquoi je dis 3.14. S'il faut, c'est pas ça. Non, mais c'est au hasard. Et donc là, le paragraphe nous raconte une histoire en fonction justement de ce stickers. Par exemple, le 3.14, c'est le champ de blé. Eh bien, dans le livret, ils vont nous dire, eh bien, vous arrivez dans le champ de blé ou de maïs, peu importe. Oui. Et il y a plein de trucs. Vous rencontrez un personnage, vous rencontrez un animal. Voilà, il peut se passer quelque chose et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir un choix. Soit vous faites ci, soit vous faites ça. Et suivant ce que vous allez répondre, que vous allez choisir, eh bien en fait votre histoire va prendre des embranchements complètement différents. C'est-à-dire que dans toute l'histoire du jeu et des jeux, vous allez jamais avoir déjà ne serait-ce que le même plateau, suivant les autres joueurs ou pas, et la même histoire. Puisque si vous décidez d'accueillir tel personnage, eh bien l'autre personnage vous ne le verrez probablement plus jamais. Et là, ce début d'histoire, on a fait 1 an. On a fait une année. Sur les 10 ans. Ouais, c'est génial. Il y a plein de petites choses, il y a plein de petits clins d'œil, il y a beaucoup d'humour, en fait, dans le texte. C'est rigolo, c'est pas prise de tête, c'est écrit très simplement, mais c'est quand même... Il y a un petit quelque chose, tu vois, t'as envie de comprendre. Des fois, il y a un petit brin de mystère. Oui. Enfin, on sait pourquoi on est là, mais en fait... on a hérité d'un lopin de terre, mais c'était assez mystérieux, cette relation avec un père pas très sympathique. Non. Et il va se passer des choses, on va faire rencontrer des personnes pour qu'elles tombent amoureuses. Enfin, il y a des trucs rigolos. Et en fait, un des buts de ce qu'on comprend, c'est d'avoir le plus de cœur possible. Et en fait, d'avoir aussi des sortes d'achievements qu'on va coller sur notre plateau, pour rendre les gens heureux. Oui.
Non, franchement, c'est la grosse recommandation, je pense, de la semaine, avec une autre qui va arriver aussi un petit peu plus tard. Cozy Stickerville, c'est vraiment très fun à jouer. C'est pas prise de tête. Non, mais en plus, il y a pas c'est pas trop chiant à coller. Hein. Non, franchement, Max, aucun souci. T'inquiète pas, sur le plateau, il y a les petits liserés qui indiquent nous aide. où et comment coller le sticker. Voilà. Oui, c'est très cool. Et en fait, tu ne peux pas vraiment perdre dans ce jeu. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Il y a pas de mauvais choix, à part quand le putain de lapin bouffe la carotte que tu voulais récolter. Bref. Flo, il a préféré regarder le lapin plutôt que de le faire fuir. Et du coup, il m'a volé une carotte. Spoiler alert. Donc, si vous démarrez l'histoire de Cozy Stickerville et que vous rencontrez un lapin, chassez-le. Faites-le fuir parce que sinon, il va vous piquer une carotte. À un moment donné. Voilà. Du coup, j'ai décidé par la suite de construire une route plutôt que de construire une forêt. Ouais. Bon, c'est très feel good. Hein. Oui, vraiment. Ouais. Et donc, il n'y a pas réellement on peut pas perdre. Il n'y a pas trop de mauvais choix. On a toujours des petites récompenses, peu importe ce qu'on fait. Donc on va pouvoir récolter du bois, on va pouvoir récolter de la nourriture. Avec ce bois, on va construire d'autres bâtiments. Avec cette nourriture, pour l'instant, on sait pas trop, mais on va pouvoir probablement faire d'autres choses. Oui, on a à chaque fois un peu besoin de nourriture pour payer certaines cartes actions. Hein. Oui, voilà. Plus le bois. Donc franchement, c'est gratuit en ce bas monde. C'est vraiment très très fun à jouer. Donc il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, donc 30 minutes multipliées par 10, hein, puisque il y a 10 histoires. Il y a 10 années. Alors, et d'ailleurs le jeu... Oui, mais c'est entre 30 et 60 minutes, hein, une année. Ah ouais. Plus on va aller au niveau de l'histoire et au niveau plus les années vont passer, plus ça sera long. J'imagine. Oui, c'est sûr. Et le jeu, donc, une fois qu'on a terminé les 10 années, eh bien, en fait, on peut rejouer, en fait, alors pas, je peux pas vous dire pour l'instant, hein, puisqu'on n'a pas du tout fini, mais le jeu, en tout cas, promet de pouvoir faire d'autres parties par la suite. Et donc, oui, parce qu'on joue sur une phase de plateau, parce que l'autre phase est jouable. Oui, et c'est pas le même disposition. Ouais. Et il y aura assez de stickers pour l'autre côté. Mais Max, non, franchement, je pense que ça sera pas 30 minutes à chaque fois. Mais ça sera un petit peu plus long, je pense, à partir de la 5e année. Oui, peut-être, mais enfin, ça passe tellement vite parce que tu t'amuses vraiment à suivre l'histoire, à regarder les petites histoires des personnages. Oui. Tu prends ton temps, quand même. Aucun souci et aucun risque à avoir sur la colle des stickers. C'est pas... C'est pas un problème, hein, à part vraiment d'avoir des gros soucis de motricité, c'est pas du tout pénalisant. Ouais, tu peux faire un new game. Et il s'est indiqué sur la boîte quand même que une fois que tu as fini ta partie des 10 années, tu peux rejouer 2 ou 3 parties. Tu peux pas faire sur l'autre côté. Je pense pas que ce soit rejouable à l'infini. Autant. Hein. Ouais. Je suis pas certain. Non, pas à l'infini. Non. Mais l'autre côté. Oui, mais tu peux. 10 ans. Non. Ah non. Non, je l'ai vu marqué que tu fais 2 ou 3 parties, me semble, supplémentaires. Ok. Voilà. Ouais. Donc ça, alors, jusqu'à 6 joueurs, ça paraît un petit peu compliqué. Ah non, à 2, c'est... À 2, c'est très bien. Ou alors à 3, voilà, maxi, mais après, au-delà, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a pas réellement de tour de jeu. Ils disent que à tour de rôle, vous piochez une carte sur les 10 cartes, sur les 12 cartes de l'année. Donc, sur chaque mois, ils disent à tour de rôle, vous piochez une carte. Bon, nous, on le fait parce qu'on est à 2, mais on pourrait très bien le faire une seule personne et on en discute après. Mais à 6 joueurs, je vois pas trop comment ça peut être... 2 cartes chacun. Ouais, bon... À moins que tu joues peut-être avec des enfants et que tu veuilles en même temps leur raconter l'histoire, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt d'y jouer à plus que 2 ou 3. Hein, voilà. Donc ça sort le 6 février aux alentours de 36€, c'est chez Unexpected Game, et c'est un jeu de Kore Koneska, illustré par, on n'a toujours pas. La dernière fois, c'est Lucas Tripty Game qui nous avait indiqué, le studio, et là on n'a pas regardé sur les crédits du C'est le studio de Monsieur Koneska. Ok, niveau des illustrations. Ouais, il a toujours l'habitude de travailler avec le même studio. Voilà donc pour Cozy Stickerville, ça c'est très très bien. Oui, nombreux avec des petits. Oui, voilà, histoire. Mais oui, c'est le truc. Après nombreux,
Il y aura des stickers dans tous les sens. Oui, non, mais il faut qu'il y ait toujours une seule même personne qui colle les stickers, quoi. Tu vas pas laisser coller les stickers au gars même. Et non. Ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est la grosse recommandation. Petit jeu High Tide dans cette petite boîte. C'est un jeu là pour 2 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 30 minutes, beaucoup moins, hein. Je pense qu'en 10 minutes tu peux faire une partie. C'est du jeu abstrait, oui, hein, c'est clairement. Un jeu abstrait. Voilà par exemple la mise en place de départ. Un joueur va jouer avec les tuiles en bois rose et l'autre joueur va jouer avec les tuiles en bois bleu. Et il y aura une troisième couleur. Et il y aura les tuiles en bois jaune qui vont être les couleurs neutres. Et donc ça c'est la mise en place de départ. Et le but du jeu c'est d'avoir à la fin de la partie le plus de tuiles de notre couleur visibles. Et oui. Comment ça va se dérouler? On va empiler. Eh bien, par exemple, là, le joueur qui incarne les tuiles roses va prendre une de ces tuiles accessibles, c'est-à-dire une tuile qui a au moins 2 côtés libres, et va la poser sur une tuile de la couleur opposée, soit le jaune, soit le bleu. Ah oui, de son choix. Et il va devoir la poser toujours au-dessus. Il va devoir toujours faire monter il n'y a pas de contrainte de 1. Ah non, s'il y a un étage de 2 et que ta tuile est l'étage 0 ou 1, tu peux quand même le monter par-dessus. Voilà. Et donc, on va devoir comme ça justement les monter au fur et à mesure et jusqu'à ce que un joueur ne puisse plus, ou en tout cas les 2 joueurs ne puissent plus faire de déplacement. Oui, autorisé. On peut pas, effectivement, on ne peut pas créer 2 zones différentes. On ne peut pas monter sur sa propre couleur et on est obligé de monter toujours au moins d'un cran. Voilà. Donc c'est du jeu abstrait, tout ce qu'il y a de plus simple et c'est plutôt plaisant à jouer. Oui, c'est plaisant. En plus c'est vraiment très agréable à manipuler. Ces tuiles, ces jetons en bois, hein, comme il vous a montré, dans ce joli sac en tissu. C'est joli matériel. C'est joli, ça se joue en 10 minutes et vous voyez à quoi ça pourrait ressembler par exemple. Eh bien là, le joueur rose pourrait prendre cette tuile-là pour la mettre sur cette tuile-là. Et remonter par la suite. Et il pourrait après remonter, mais autant qu'il reste là, puisque comme ça au moins il cache une couleur adverse. Oui. Ou alors il pourrait très bien, le joueur rose, prendre cette tuile-là et la monter ici ou ici. Sachant que celui-là, il va pouvoir après par-dessus te remonter. Voilà, il y a tout ce système un petit peu de je monte, mais je libère la place qui est en dessous à quelqu'un, à mon adversaire, qui va peut-être lui pouvoir remonter aussi. C'est très malin, c'est très simple à jouer et c'est très plaisant. Pour des petites parties comme ça d'une dizaine de minutes. Regarde sur la boîte, il y a marqué 30 minutes, parce que 30 c'est quand même abusé, c'est pas 30 minutes. Hein. C'est marqué 15 minutes. Ouais, 15 minutes, voilà, oui. grand max. Hein. Voilà. Oui, c'est marqué 15 minutes. Donc ça, c'est sorti début janvier aux alentours d'une vingtaine d'euros, voilà, pour un petit jeu abstrait. Si vous avez envie d'avoir un joli petit jeu qui se joue rapidement, simplement. Jamais assez de jeux abstraits. Ouais, vraiment. Et celui-là, il est joli et il est agréable. Il est agréable à jouer. Ouais. Hop. Charuma. De jolis Charuma. Le superbe Charuma. Ah, c'est hyper original. Hein. Ouais. Déjà, quand tu vois la boîte. Moi, je trouve ça superbe. Je trouve ça magnifique au niveau des illustrations. Rien que ça, moi, je vois cette boîte, j'ai envie de jouer. De 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 à 45 minutes. C'est ce qui est indiqué sur la boîte. Oui, parce que c'est pas long. Alors, c'est très joli et c'est illustré par Simon Caruso. J'allais dire c'est pas long, c'est pas court non plus. Et c'est un jeu de Takashi Saito et c'est édité par Darocat. Charuma, c'est quoi? C'est un jeu de pli. Avec des chats et des Daruma. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, qui est plutôt original, c'est que on reçoit pas en début de manche, on reçoit pas une main de cartes.
la main de cartes qu'on va devoir, avec laquelle on va jouer, eh bien, on va devoir aller la chercher. C'est-à-dire qu'en début de manche, il va y avoir toute une, suivant le nombre de joueurs, autant de séries de 6 cartes qui vont être mises devant, sur la table, hein, devant les joueurs. Et eh bien, les joueurs vont faire des enchères. Les petits jetons. C'est des enchères très simples, hein, tout simplement. Mais ce qui est malin, c'est que les enchères, en fait, ce sont aussi, eh bien, nos points de victoire. C'est-à-dire qu'on va on va faire des enchères sur une série de cartes qu'on va choisir, mais c'est des points de victoire qu'on va voir disparaître. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'illustration des photos sur MyLudo, mais voilà. Admettons, on joue à 4, et bien il va y avoir 4 séries de 6 cartes, et les joueurs vont essayer, en fonction de uniquement 2 cartes qu'on a reçues, hein, pour débuter notre main, et bien en fonction de ces 2 cartes, on va essayer d'aller chercher la série de cartes qui va nous avantager le plus. Ce qui est aussi très intéressant et très malin, c'est que la série de cartes qu'on a choisie, elle est visible pour tout le monde, et elle va le rester, puisque là, une fois que les enchères ont été résolues, que les joueurs ont pris leurs cartes devant soi, eh bien, elles vont rester justement devant soi et face visible. Donc, tous les joueurs vont voir le jeu des autres, sauf 2 cartes qui ont été distribuées en début de manche, qui restent face cachée dans la main des joueurs. Et là, eh bien, très, on va dire simplement, à la façon d'un jeu de pli, eh bien, le premier joueur qui a reçu le jeton Sharuma, va ouvrir le pli avec, eh bien, soit une carte ou soit 2 cartes. Si c'est juste une carte, tout simplement, eh bien, les joueurs suivants vont devoir, eh bien, jouer une carte de même couleur, de valeur supérieure, pour tenter, de remporter le pli, tout simplement. Ou alors, comme l'exemple là, un duo de cartes des 2 couleurs différentes. Il peut très bien y avoir un duo de cartes de 2 couleurs identiques. Ça marche aussi, puisque toutes les cartes sont représentées en deux exemplaires. Voilà. Donc là, admettons, je pourrais très bien jouer un 4 rouge et les autres joueurs vont devoir mettre du rouge et, pour espérer remporter le pli, mettre supérieur à 4. Si jamais tu peux pas, eh bien tu mets n'importe quelle carte d'une autre couleur et tu ne remporteras pas le pli. Et le petit twist du jeu, je trouve, c'est que si tu joues, donc dans cet exemple, les 2 4, eh bien figurez-vous que sur la table, moi j'ai cette même paire bicolore, mais d'as, qui est beaucoup plus faible que la tienne. Ah oui, l'as c'est un 1, sauf autrement. Mais je suis obligé de jouer cette carte alors que je sais que je vais perdre. Parce que c'est le seul duo bicolore que j'ai. Je suis obligé de le jouer. Dans les cartes visibles devant soi. Ouais. Donc là, gros twist. Et ouais, voilà. Mais tu vas pouvoir quand même t'en sortir si tu as une paire d'as, puisque si jamais un autre joueur joue une paire, toujours dans notre exemple, de 10, et bien à ce moment-là, l'as devient le 11. Oui. Et là, à ce moment-là, tu remporterais. Oui, parce que c'est 2-11. Si l'adversaire, il a une paire de 10, il sera obligé de la jouer. Oui. Et là, du coup, tu t'en sortirais. Oui. Donc, il y a toujours quand même cette petite stratégie. Alors, malheureusement, ce jeu-là, à 4, n'a pas fait l'unanimité. Non, je sais pas pourquoi. Moi, j'adore les jeux de pli. De toute façon, à partir du moment où c'est un jeu de pli, je suis convaincu. Moi, j'adore m'amuser avec un jeu de pli. Et je trouve que tous les jeux de pli, il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup. Il y a toujours des petits twists. Et il y a toujours un truc qui vient justement un petit peu changer la donne et renouveler toujours les mécaniques du jeu de pli. Moi, celui-ci, j'ai trouvé ça bien. Moi, ça me plaît. J'adore les illustrations. Bon, l'univers, il est ce qu'il est. Hein, mais il est complètement barré. C'est un petit peu un prétexte, mais je trouve les cartes belles avec ce rouge et ce bleu un petit peu très simple, hein. Très pas pastel, mais presque avec il y a comme des petites traces en fait. Ouais, c'est vraiment. C'est comme si c'était parfois. On avait passé le doigt et que c'était un petit peu effacé, mais c'est très léger, mais... À la façon un peu de la calligraphie. Oui, presque, un peu d'une estampe japonaise. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ce petit twist qui est un peu déstabilisant pour pas mal de joueurs, je pense. Oui, parce que tu es obligé de jouer les cartes qui sont visibles, si jamais tu Même si tu dois perdre, en fait. Et oui, voilà. Mais non, mais c'est bien. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Ouais, si vous aimez les jeux de pli, je pense que vous pouvez y aller sur Sharuma. Alors, c'est un jeu de pli expert, quand même, je trouve. Expert, tu dis? Oui, c'est...
c'est complexe. C'est du moi, je trouve que oui, mais moi, je l'ai trouvé plus expert que d'autres jeux de pli. Moi, je suis pas très fort en jeu de pli. Celui-là, il me demande une gymnastique avec son petit twist. Ça me perturbe. C'est pas le diable en bouteille quand même. Hein. Non, alors le diable en bouteille, pour moi, c'est impossible. Et pourtant, moi, qu'est-ce que je l'aime celui-là, mais tu veux jamais jouer, c'est dommage. Non, je n'y arrive pas. Alors, juste la petite aparté justement, parce que je parle du diable en bouteille, c'est un jeu de pli qui se joue, je sais plus jusqu'à combien, mais il se joue très très bien à 2. Je trouve ça très bien parce que justement il y a ces cartes que tu mets devant toi face visible, et ça c'est très bien. Et Sharuma à 2. Ouais, peut-être un peu, peut-être un peu moins. Voilà, je pense que c'est plus, ça se joue bien, hein, mais, en plus, si quelqu'un joue à 2 et qu'il n'est pas spécialement emballé par les jeux de pli, vous risquez peut-être de passer un petit peu à côté. Moi, je préférais à 3. Oui, voilà, parce que t'es pas branché jeu de pli. Non. Moi, un jeu de pli, tu m'y fais jouer à 2 ou à 10, je m'amuse. Donc voilà, Sharuma avec des chouettes illustrations de Simon Caruso, et c'est un jeu de Takashi Saito. Si vous aimez les jeux de pli, allez-y, il y a aucun problème là-dessus. Et alors juste aussi, moi qui suis pas fan des jeux d'enchères. Ah oui, mais j'aime pas enchères légères. Mais ça, là, voilà, c'est des enchères en général, tu te batailles pas trop. Et comme tu sais que les enchères que tu vas jouer, ce sont tes points de victoire. Oui, donc personne ne. Tu as un petit peu tendance à lâcher un petit peu l'affaire. À la limite, tu surenchéris de 1 point supplémentaire, mais tu vas pas au-delà. Après, c'est tes points de victoire. Tu dis, ok, tant pis, garde-le, tant pis. Je vais jouer avec autre chose. Je vais me débrouiller. Et ouais. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et on pourrait pas rester avec un jeu d'enchères? Un jeu de pli? Je vais le refaire. Oui, on va la refaire. Hein. On pourrait pas rester avec un jeu de pli également? Mais là, cette fois, c'est coop. Avec la suite, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. La suite, donc, de la communauté de l'anneau. Mais on en a déjà parlé. Oui, mais là, on y a joué à 4. C'est pour ça qu'on en reparle. Parce qu'à 4, en fait, on n'a pas bien compris. Ah bah si, on a très bien compris, sauf qu'on a perdu. Oui, on n'a pas bien compris. C'est très compliqué à 4. C'est pas facile. Ouais, à 4, c'est très compliqué. Alors, on vous en a déjà parlé, effectivement, parce qu'on y a déjà joué plusieurs fois à 2 joueurs. Et à 2 joueurs, il y a un 3e joueur fictif, Automa, que les 2 joueurs vont pouvoir contrôler. Et ça nous plaît bien. C'est vraiment... J'adore, en fait. T'as un peu plus de contrôle, t'arrives un petit peu plus à t'en sortir. Même si on n'a pas gagné à chaque fois. Hein. On s'est fait rétamer sur certaines parties directes. Mais t'as un petit peu plus de contrôle. À 4 joueurs, c'est chaque joueur a sa main de carte face cachée, voilà. On n'a pas le droit de discuter trop non plus. Hyper compliqué. Et donc les objectifs, ce sont les personnages qu'on va choisir. Donc tel personnage doit faire ci, tel personnage doit faire ça. Et on peut pas vraiment choisir non plus. Hein. Parce que le personnage qui a Aragorn ne peut pas choisir. Oui, parce que c'est les 2 tours. Donc les 2 tours. Le joueur qui a dans sa main de carte la tour blanche doit choisir le personnage Aragorn. Et c'est très compliqué. Dans le sens, chaque joueur va choisir un personnage à incarner suivant les objectifs du personnage et suivant la main de carte qu'il a. Donc voilà, à 4. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Nous, on le préfère largement à 2 joueurs, où on a un petit peu plus de contrôle et on arrive un peu plus à discuter, à prévoir un petit peu notre entre guillemets stratégie, si tant est qu'il y en ait une, en tout cas pour nous. Mais voilà, c'était juste pour vous reparler des 2 tours qu'on a rejoué à 4 et qui est tellement beau, pas super facile, hein. À 4, waouh. Et qui est très très beau, qui est très joli effectivement. Ouais. Mais voilà, c'est tombé complètement à plat à 4. Hein. Et oui, parce qu'on a fait 2 ou 3 parties et tout le monde était dégoûté. Et on n'y arrive pas en fait. Non. Et il y a même une partie où ça s'est en 3 tours, 3 plis, on savait qu'on avait perdu puisque on savait de suite. On n'avait pas réalisé l'objectif et on savait que l'objectif n'était plus possible de réaliser. Donc voilà, ça peut être très punitif quand même. Hein, voilà. Et un peu trop frustrant. Ouais. Oui, Max, effectivement. Alors maintenant qu'on a fait quelques parties, on se rend compte que les 2 tours est quand même un petit peu plus complexe que la communauté de l'anneau.
c'est pas... Et à 4, waouh. Et à 4, ouais, moi, je le conseille de jouer à 2, avec ce troisième joueur automa que les deux autres contrôlent. Je trouve que c'est quand même beaucoup... on arrive quand même mieux à s'en sortir et c'est moins frustrant. Et donc... On termine par... Le fromage. Le fromage, mais oui. Avant le dessert. Mais nous, on a déjà mangé les crêpes. Donc du coup, c'est fromage. Maintenant, on va passer au fromage. Ouais. Ça, moi j'adore. Hein. Le fromage. J'adore le fromage. Pas tous. Hein. Le fromage persillé, j'aime pas. Mais en tout cas, dans celui-ci, fromage. Oui. Moi, j'ai bien aimé aussi. Ah ouais, vraiment, ça, c'était très très bon aussi. On a beaucoup pris du plaisir à jouer à fromage. On y a joué à 4. Alors on avait tenté de jouer une partie à 2, bon qu'on n'a pas pu terminer, bref, mais on a retenté à 4 et c'est vraiment meilleur à 4. C'est très très bien, c'est génial. Parce qu'il y a des petits blocages à 4. On se bloque un petit peu. Bon, après, à 2 joueurs, c'est pas le même plateau. Non, il y a des emplacements où tu ne pourras pas aller, qui sont bloqués automatiquement. Mais à 4, je trouve que c'est un petit peu plus fun. C'est vraiment très bon fromage sur ce même si grand on joue plateau. Simultanément. Hein. C'est du jeu au moins simultané. Chaque joueur va s'installer devant une partie du plateau qui est divisé en 4. Donc ça se joue jusqu'à 4. Et eh bien à mon tour de jeu, qui a pas réellement de tour de jeu, puisque tout le monde va jouer en simultané, ça pourrait être peut-être un reproche qu'on pourrait faire, c'est-à-dire que chacun va jouer à son tour. Enfin, lors de la phase d'action, chacun va jouer dans son coin. L'interaction n'est pas réellement présente. Elle va être présente au fur et à mesure que les emplacements vont être pris. Interaction indirecte. Indirecte, voilà. Mais que moi j'aime bien. Oui, moi complètement. Ça me gêne absolument pas. Ça me va très bien. Quand le plateau il revient vers moi, je râle parce que punaise, il a pris la place. Voilà. Tu m'as pris l'emplacement que je voulais. Voilà. Donc il y a quatre types d'endroits sur le plateau qui sont autant en fait de scoring, différents. Ouais. Je vais pas les expliquer tous, mais à mon tour de jeu, je vais pouvoir positionner. Alors je sais pas si on voit. Là, oui, par exemple, sur ça. Vous voyez, là, ça, ces jetons, là, les jetons avec les fromages, hein, c'est les 3 fromages. Il y a la pâte pressée, la pâte persillée et la pâte molle. Donc, c'est les bleus, le jaune et le blanc qu'on va installer dessus. On va mettre notre pion joueur. Hein, donc là, c'est le joueur bleu avec nos parts de fromage. Donc, à mon tour de jeu, je vais prendre un de mes 3 jetons et je vais les positionner sur un emplacement disponible. Un premier ici pour récolter une des 4 ressources disponibles. Enfin devant moi, mais uniquement devant moi. Là en l'occurrence, je vais récupérer 1, 2 ou 3 bâtiments qui vont me permettre de débloquer des bonus. Et mon second, je vais le positionner sur une des tables du bistrot. Chaque zone du plateau a un scoring particulier et différent. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon troisième jeton, eh bien, je vais pouvoir, si j'ai réussi à débloquer, je vais pouvoir le mettre ici pour gagner là, sur mon plateau, puisque c'est tout asymétrique, je vais gagner un fruit. Puisque les fruits, ça va me servir à pouvoir me mettre sur certains endroits. Par exemple, ici, ça me demande de mettre un fromage persillé avec un fruit. Ouais. Donc ton ouvrier... Donc mon ouvrier va aller ici. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu... L'ouvrier pas de persillé. C'est que mon jeton là, celui-ci là que j'ai mis, la pâte bleue, la pâte persillée, que j'ai mis ici, il est sur une assiette dorée. Il y a les emplacements dorés, les emplacements argentés et les emplacements bronze. Eh bien ça a une grande importance puisque si je le mets sur un emplacement doré, il va me rapporter beaucoup plus de points à la fin de la partie. Mais à chaque fois que tous les joueurs ont positionné leur fromage, eh bien on va faire pivoter le plateau de fromage. On va faire pivoter le plateau de jeu. Bien sûr. Et donc, là, j'étais en train de jouer ici. Ça va pivoter. Maintenant, je vais jouer avec cette partie qui va se retrouver devant moi. Eh bien, le jeton ici, là. Oui, sur l'or. Eh bien, hop, il va circuler. Je vais pas pouvoir jouer avec à la prochaine manche. Non, je ne vais pouvoir le récupérer uniquement quand la pointe du fromage sera dans ma direction. Donc là, admettons, si ça venait juste de tourner et que c'était à moi de jouer, je vais récupérer les fromages qui sont
la pointe vers moi. En l'occurrence, j'aurais peut-être joué 3 tours avant un fromage, ou 2 tours avant, j'aurais peut-être joué un fromage qui est ici, ou peut-être ici, ou peut-être ici, et à ce moment-là, s'il a la pointe vers moi, eh bien je vais le récupérer. Mais pas avant. C'est-à-dire que celui-ci là, la pâte persillée, eh bien quand le plateau va tourner, il va se retrouver ici, il va se retrouver la pointe vers le haut, à l'opposé. Quand il va se retrouver ici, eh bien il va se retrouver la pointe vers la droite. Je vais pas pouvoir le récupérer. C'est uniquement quand il aura fait un tour presque complet que la pointe va se retrouver vers moi, et là je vais pouvoir le récupérer pour pouvoir m'en servir pour récolter des ressources et les placer. De tempo est très chouette. Ouais, parce qu'il va falloir vachement anticiper sur les actions qui vont arriver pour dire je veux me mettre là parce que je veux faire cette action ou je veux scorer là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup Mais je vais devoir attendre. Enfin, il y a tout ce système d'anticipation, de faire avec ce qu'on a et de prévoir. C'est vraiment très très bon. On a passé un super moment. C'est génial. Génial, je sais pas. Mais c'est très bien. Ah, moi, j'ai passé un très très bon moment. C'est un jeu qui est relativement, au niveau des explications des règles, je vous ai pratiquement tout expliqué, sauf les scorings de chaque plateau, mais c'est super simple à comprendre. C'est un jeu qui peut se jouer, voyons, c'est quoi la durée de partie? 30 à 45 minutes. Oui, c'est très court. Vous voyez, c'est pas très très long en fait pour un jeu. Simultané. Alors là, ils disent 14+. Est-ce que c'est réellement du 14+? Je ne suis pas certain. Sur la boîte, c'est du 14+. C'est pas un jeu expert. Non. C'est tout simplement parce que peut-être il y a du petit matériel. Pas. C'est du petit matériel, donc c'est pas un jouet. Je pense que c'est plus pour ça qu'il y a 14+. C'est un initié léger. Oui, franchement, c'est un très léger quand même. Ça, c'est un jeu que tu peux jouer facilement. Après, c'est tout le côté stratégique qui va justement demander aux joueurs d'être un petit peu plus, on va dire, expérimentés. Mais les mécaniques sont très simples et les stratégies sont relativement assez accessibles aussi. Alors moi, je dis, c'est pas génial. J'ai dit que j'ai bien aimé, que j'ai passé une très bonne partie. Mais voilà, on est tout seul dans son petit coin de bistrot. J'ai dit que c'était... Voilà, moi, ça ne me gêne pas. Non. Mais on est quand même un peu tout seul, voilà, à faire sa petite popote. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. Mais je dis pas ça, je dis pas c'est génial. Je vais temporiser un petit peu ce que tu dis quand tu dis qu'il n'y a pas d'interaction, parce que vous voyez qu'au fur et à mesure de la partie, les plateaux vont se remplir avec les fromages des adversaires. Oui. Parce que les petits camemberts là, en fait, ce sont les morceaux de fromage, en fait, ils vont rester eux par contre parce que vous mettez par-dessus là, vous mettez votre personnage avec en plastique là, votre. Mais tu mets un fromage avant. Il va revenir, mais par contre le camembert qui a été mis là sur le plateau, il va y rester. Donc toi, pour visualiser ton scoring. Oui. À un moment où ça veut revenir à ton tour de jeu, si jamais tu voulais te mettre là, et que entre temps, au bout de 3 tours, ton adversaire il s'est mis, tu n'auras plus la place. Donc c'est là où je nuance un petit peu le fait qu'il n'y ait pas d'interaction. Non, si, indirect. Il va y en avoir quand même. J'ai dit interaction indirecte. Ouais. Ah oui, c'est pas un jeu d'affrontement. On va pas se balancer du fromage. Non, mais par contre, on est vraiment tout seul dans son petit coin. Voilà. Ouais. Donc il y a des objectifs, il y a les fruits que vous allez devoir collecter pour faire certains fromages spéciaux. Il y a le bétail également qu'on va pouvoir envoyer à l'étable, à la traite pour avoir des fromages bonus. Et il y a tous ces bâtiments également, les granges, qu'on va pouvoir collecter pour débloquer en fait des bonus et des scorings à la fin de la partie. Ça va être le meilleur producteur de fromage. Donc ce sont les 4 ressources en fait, voilà, les fruits, le bétail, les bâtiments et les petits objectifs. Oui, il y a plein de scoring différents. Autant de scoring différents, il y a plein de manières de scorer entre les différents jeux sur le plateau, les scorings sur ton plateau personnel. C'est un peu, effectivement, pour chaque partie du plateau, c'est un peu un mini-jeu. Ouais, 4 mini-jeux. Le temps passe très vite. Moi, j'ai passé un bon moment. Ouais, moi je trouve ça très très bien. Je me suis vraiment bien amusé. C'est un jeu, je pense, qui ressortira assez souvent, même à 2. Parce que pourquoi pas. Si, moi je suis convaincu. C'est un jeu qui est édité par Road to Infamy Game, distribué par Asmodée en France. C'est un jeu de Ben Rosset et Matthew O'Malley, illustré par Pavel Zwoba. Zovba. Ah oui, c'est Zovba. Voilà. Versé levé.
Voilà pour le débrief ludique. Et voilà notre semaine ludique. De la semaine. On a parlé de fromage qui pour moi est vraiment super bon jeu. Je me suis bien amusé, j'ai beaucoup aimé. Les 2 tours, le jeu de pli coopératif qui finalement, de notre côté, notre avis en tout cas, se joue mieux à 2 plutôt qu'à 4. Charuma, le jeu de pli avec ses petites enchères qui restent quand même relativement assez légères, mais notre main de cartes, c'est justement ce qu'on a réussi à enchérir et qui est visible. High Tide, ce petit jeu à 2 joueurs abstrait avec un très beau matériel, très agréable à manipuler, où justement on va faire des petites colonnes de nos tuiles pour tenter d'avoir la majorité à la fin de la partie. La grosse recommandation de la semaine avec Cozy Stickerville, justement, où au fur et à mesure des parties, sur 10 ans, elles vont pas durer 10 ans les parties, mais vous allez vivre une aventure sur 10 ans. Vous allez coller vos petits stickers sur le grand plateau et vous allez raconter en fait votre propre histoire suivant vos propres choix. Rattaque, ce petit jeu de gestion de main de cartes et de jeu de défausse dans lequel on va aller attaquer, on va pouvoir contre-attaquer, on va pouvoir se défendre. Des attaques groupées. Et le dernier qui a encore des cartes en main à la fin de la partie est le Rattaque. Condor, ce jeu de cartes dans lequel on va créer un panorama soi-disant dans un univers Inca, alors qu'en fait c'est des montagnes, des forêts qui pourraient très bien être en France. Niveau illustration, ça pêche un peu, mais qui se joue au niveau de la mécanique en tout cas, qui se joue très bien avec des sensations un petit peu à un petit peu à la ski golf, jeu du golf, ouais. Mais horizontalement. Grâce. On va danser, on va tenter d'impressionner... Très élégant. Très élégant, on va tenter d'impressionner l'impératrice en réalisant des chorégraphies avec des cartes qu'on va accoler les unes aux autres pour créer des cartouches et réaliser des petits pouvoirs. Et Maître Makatsu. Mais oui, on veut pas les jetons pénalité. Et là, par contre, on ne veut pas les jetons pénalité du Maître Makatsu. Je répète exactement ce que tu dis. Ah ben voilà. Et ça a pris beaucoup de saveur quand on a joué à 4 et il se joue jusqu'à 6. J'ai hâte de le tester à 6 parce que c'était fun. Hein. On s'est beaucoup amusé avec ces questions avec un petit peu cette sensation de jeu de pli, mais assez éloigné quand même. C'était plutôt pas mal. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur Twitch. Vous avez discuté avec nous, merci beaucoup. Merci Max principalement qui a été présent et qui a discuté avec nous. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un petit commentaire. Et peut-être n'hésitez pas à venir sur Twitch également tous les lundis soirs à 20h pour le débrief ludique où, comme on vient de le faire, on parle des jeux de société dont on a joué. Et également le jeudi soir à 20h avec Loli, LOL et les Meeples avec laquelle on va vous parler des sorties de la semaine des jeux de société dont on a joué, dont on n'a pas joué, ce qui nous donne envie, ce qui nous fait un peu moins envie. Voilà, ce serait notre sélection. Hein? J'ai failli te couper. Max, c'est très bien, Maître Makatsu. Ouais. Le jeudi, tu seras jamais là. Il faudra regarder le replay sur YouTube. Voilà. Mais c'est gentil. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Surtout, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao, salut.